Les Fous du Volant, saison 1, épisode 6. On est là pour le Grand Prix d'Italie. C'était un chouette week-end et à mes côtés, une équipe formidable. D'abord, Thomas, comment ça va? Ça va, ça va. Eh bien, c'est super, ravi que tu sois là. Sofiane, comment ça va? Ça va, c'est toujours un plaisir d'être ici et de vous retrouver. Bien, le plaisir est présent. Au sommaire de ce 6e épisode, on va revenir sur le week-end de Monza avec la victoire de Charles Leclerc. On reviendra également sur le point rétro qui s'intéressera au format de qualification de l'histoire de la F1, à la suite des qualifications qu'on va parler dans ce podcast. Et puis le hot lap sera consacré à Sébastien Vettel et sur un doute, un probable départ à la retraite avec ce qui s'est passé ce week-end à Monza. On en débattra. Et on va tout de suite démarrer par le Grand Prix d'Italie. Jingle! Le Grand Prix d'Italie, c'était ce week-end à Monza, avec un week-end bien particulier. On a apprécié avec cette victoire de Charles Leclerc. Mais d'abord, retour aux qualifications. Donc c'est lui-même, Charles Leclerc, qui a obtenu la pole position. C'est la 4e de la saison pour le Monégasque. Mais on va plutôt parler de ce qui s'est passé en fin de séance avec ce crash de Kimi Raikkonen à la parabolique. Alors que il reste 6 minutes de qualification. Le drapeau rouge est levé. Et lorsque la séance reprend, il va rester quelques minutes. Mais les voitures vont sortir lors de la dernière minute de la séance de qualification et n'auront pas le temps de tourner pour un autre tour. Donc ce qui fait que Charles Leclerc conserve sa pole. Et le problème, c'est que tout le monde s'est bloqué, hein, tout le monde s'est gêné. Et c'est terrible. Voilà. Et je vais vous lancer sur cette question. Est-ce que la Formule 1 n'a pas pris ses spectateurs pour des clowns? Je te lance Thomas sur le sujet. Oh, je pense que c'est exagéré. Je veux dire que, parce que, mine de rien, même si c'est une situation, mais je pense qu'on n'avait jamais vu dans toute l'histoire de la Formule 1, dire qu'on a pris les spectateurs pour des clowns, c'est exagéré parce que finalement c'était drôle. Donc, oui, ils ont été privés d'un tour de qualif supplémentaire, mais est-ce qu'ils en ont déjà pas eu pour leur argent? Déjà eu pour leur argent, et puis c'est de la stratégie. La stratégie, ça a toujours fait partie de la F1. Ouais, c'est Ouais, clair, mais... je pense pas qu'on a été pris pour des clowns. Je veux dire, ça arrive, ce sera la seule fois de la saison que ça arrivera. Euh, non, le fait que la situation soit drôle, je pense que justement, ça pour des clowns. On n'est pas dans le cas genre d'Indianapolis en 2005 où il y avait que 6 voitures qui s'étaient lancées pour la grille. Là, c'était vraiment la honte. Là, c'était plus une situation ridicule, mais ridicule, c'est pas forcément la honte, tu vois. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec ça et comment dire, les équipes elles-mêmes qui se sont mises dans ce pétrin-là et heureusement qu'on en rigole et là, c'est pas c'est pas un scandale, c'est pas voilà, ils ont essayé de jouer, ils ont perdu et ce genre de situation, on pas être le premier à partir, c'est que sur Spa et Monza et c'est arrivé une seule fois. De toute façon, si ça aurait pu arriver qu'à Monza, et ça servira de leçon pour la suite et ça restera dans les mémoires, ça c'est sûr. Ils ont été pris à leur propre piège. Ça arrive, ça leur servira de leçon pour l'année prochaine. Oui, c'est vrai. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles sur le fait qu'il pourrait y avoir de nouvelles règles à propos des qualifications, de nouveaux formats, enfin, à voir. Ouais, c'est Mais ça, toujours, c'est c'est toujours l'excès de la F1 à prendre des décisions peut-être parfois précipitées. On en reparlera, mais c'est vrai que la F1 souvent surréagit dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un caillou dans la machine. voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est toujours la surréaction du monde de la F1 par rapport à des événements. Bon, là, c'était tout le monde l'a vu. Et je suis pas la F1, ben ça fait rire. Mais bon, c'est pas. Enfin, c'est un incident. C'est pas quelque chose qui est amené à se reproduire tout le temps, quoi.
Et donc pour moi, la qualif, elle est comme elle est, et ça sert, comme j'ai déjà dit, ça servira de leçon à tout le monde. Bon, en tout cas, on s'en souviendra de cette séance de qualification et puis on y reviendra lors du point rétro. On reviendra sur les formats de qualification. Bien, du coup, on va parler du départ de ce Grand Prix d'Italie. Très bon départ de Charles Leclerc et des Mercedes. Malheureusement, le mauvais départ de Sébastien Vettel et de Max Verstappen, qui s'était lancé dernier et qui malheureusement casse son aileron au départ. Il va le remplacer à la fin du tour et va essayer de remonter, hein, comme prévu. Et puis voilà, qu'avez-vous pensé de ce départ? Finalement, c'était pas si chaotique que ça, hein. On n'a pas. Bah, déjà, ça va pas être chaotique tous les week-ends, heureusement. Ouais, Et puis après, sur le départ, puisque tu parlais de Verstappen, bah, c'est ballot parce que finalement, sur 2 courses, il a fait accumuler pas plus de 600 mètres. Enfin, à mon avis, enfin si, il a poursuivi, mais il s'est ruiné la course au bout de 600 mètres parce que euh, il pète son aileron bêtement finalement. C'est presque une erreur de sa part parce que au début, on le voit qu'il freine presque trop, puis à un moment, il relâche. Et au final, il touche légèrement, mais ça lui suffit pour casser son aileron, passer au stand et déjà perdre toutes ses chances au bout de même pas un virage. Donc c'est dommage. ouais, c'est vrai. Bon, après, en tout cas, il a remonté durant ce Grand Prix. Il a terminé huitième, donc c'est plutôt bien. Oui, il s'en sort Finalement, bien, il s'en sort bien, mais disons qu'il aurait pu. Quand on voit que Albon fait sixième, ouais. on se dit qu'il aurait pu être dans ces eaux-là, quoi. D'ailleurs, au Même, départ, Même Hülkenberg est cinquième, une seconde de Albon, il aurait pu être cinquième, par exemple. ouais, c'est vrai. Mais Ricciardo, bon, c'est pas parce grave. je sais pas combien il y a entre Hülkenberg et Ricciardo, mais Verstappen là, il perd 30, enfin, c'est 30 secondes Il y a 13 de secondes entre Hülkenberg et Ricciardo. plus, plus le temps perdu avec la perte aérodynamique avec l'aileron. Donc Oui, Oui, c'est vrai. ça fait 2 courses de perdu, et c'est pas que ça arrive. Il nous avait plus habitués à ça ça, on fait va dire. deux où clairement la Red Bull, elle est pas censée être compétitive. Enfin, si compétitive, mais faire 5 et 6 quoi. Chaque Après, fois, il est pas arrivé à optimiser, et c'est ce que réussit souvent à faire Mercedes, voire même Ferrari, surtout entre les quatre, alors que clairement ils étaient complètement, ouais. Et c'est ce que Red Bull et Verstappen n'arrivent pas à faire sur les 2 derniers Grands Prix, et c'est plutôt dommage au championnat. eh bien, on a évoqué le premier tour et les Red Bull, hein, ça fait une pierre deux coups. On va maintenant passer à la prochaine situation de ce Grand Prix, qui était Sébastien Vettel et Lance Stroll. Alors, on est au septième tour de ce Grand Prix, et on voit que Sébastien Vettel, il part en tête à queue. Il revient en piste, dangereusement, hein, franchement, il y a pas de jugement. Voilà, il percute Lance Stroll. Lance Stroll qui lui-même va toucher Pierre Gasly lorsqu'il va essayer de revenir en piste. Là, on est face à deux pilotes qui ont connu un Grand Prix compliqué, très compliqué, surtout pour Sébastien Vettel, qui aurait pu remporter ou être sur le podium de Monza. Là, c'est. Ouais, enfin, Euh, on va pire dire pour qu'il est Vettel, maudit à Monza. vas-y. Le pire pour Vettel, c'est à domicile en fait. Et c'est surtout la course où Ferrari pouvait faire 1 et 2. Et il y a ça qui se passe. Et il fait ça au bout du septième tour. Bon, qu'il fasse une faute, ok. Même pas, Tous les ok, pilotes sont déjà partis. même pas ok pour le coup, parce que c'est vraiment une faute de gamin. Partir à la faute comme ça, en tête à queue dans la Ascari, c'est vraiment une faute de débutant. C'est vrai que enfin, il était Confiance, hein, mais c'est vraiment une faute de débutant. pas le souvenir qu'il était sous pression. Enfin, c'est vraiment une faute. Enfin, oui, c'est vrai que bon, j'étais un peu gentil sur ce coup-là, mais c'était. Enfin, ça fout sa course en l'air. Ferrari aussi, peut-être. Oui. Même si ça s'est quand même bien passé pour eux. Et, et surtout à domicile, dans ce contexte-là.
Vettel. Et en plus, son action de revenir sur la piste comme ça, c'est vraiment La sur le totale, coup, je me quoi. suis dit, ouais, il fait une erreur soi-même. Bah, si En tu veux plus, il que fait ça vraiment. si tu veux que je complète sur Vettel, il fait cette faute de débutant, il prive Ferrari d'un doublé. Je pense que c'est quand même pas négligeable vu la saison que Ferrari vit à Monza. Il se prive d'un doublé, il se prive d'un podium. Il faut effectivement, comme tu dis, la stratégie de Ferrari en l'air, parce qu'on remarque un temps plus tard, durant la course, on dit à Leclerc de passer sur le plan B. On suppose que le plan A, c'était s'il y avait Vettel, qui était là pour l'aider. Ouais. Le plan B, c'est sans Vettel. Donc, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu mal se terminer. Et finalement, il retombe dans ses travers, mais surtout, il perd de plus en plus pied. C'est ça qui est inquiétant. Mais ça, on en parlera dans le hot lap. Mais c'est vraiment inquiétant. Et puis en plus, son retour en piste, je veux dire, ça pour le coup, je veux dire, c'est nul. Sur le coup, je me suis dit, vraiment, après, mais sur le coup, je me suis dit, drapeau noir, c'est fini. Ça aurait pu. Passer Hein. la... Ça aurait pu, ouais. Honnêtement, ils ont été Surtout avec ce cléments. qui s'est passé la semaine dernière. Parce que quand tu sors d'Ascari, je sais pas, t'es à 250, 270. Pas Ouais. de... Ouais, à peu près. Et revenir comme ça C'est extrêmement dangereux. c'est incroyablement dangereux. Il ruine sa course, il ruine la course de Stroll, il ruine la course de Gasly. Et Donc, après, Ouais, allez-y. après Stroll qui fait la même, c'est très drôle aussi. Et lui, il prend une pénalité moins sévère, à mon avis, pour la simple raison qu'il a touché Gasly. Bah, justement, C'est très drôle. Sébastien Vettel a eu un pit stop de 10 secondes, on se le disait entre nous, c'est un peu sévère. C'était un peu sévère, là c'était vraiment cash sur la Non, pénalité, non, quoi. c'était. pour moi, c'était pas Honnêtement, je sévère. trouve que c'est mérité. Hein. Bon, il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'actions plus dangereuses que ça. Hein, que revenir en piste dangereusement de la manière dont il l'a fait. Donc forcément, c'est sûr qu'il allait prendre une grosse pénalité. C'était C'est la plus évident. grosse. C'est la talent qui existe, qui est possible avant le drapeau noir. Enfin, c'est le plus gros. Enfin, c'est quasiment c'est 30-35 secondes de pénalité, quoi. Enfin, un drive-through et s'arrêter 10 secondes, c'est 20 secondes pour faire C'est un stop la and pit go. lane. Ouais, Plus 10 c'est vraiment. Mais il l'a secondes, quoi. mérité. Ah oui, quand même. Enfin, pu être pire avec un drapeau noir, mais je pense qu'il s'en est bien sorti. Et en tout cas, ben, Sébastien Vettel, bon, il terminera donc 13e avec la deuxième place pour Lance Stroll. J'aimerais en toucher deux mots sur la stratégie bizarre qu'il a eu finalement, parce que lorsqu'il change son aileron, il passe en pneu dur. Après, il remet des pneus durs lorsqu'il y a le stop and go. Et puis au 43e tour, donc là il est fin fond du classement, enfin il est 13e et il va utiliser un train de pneus médium pour essayer de soit de faire le meilleur tour, soit de essayer de remonter. Enfin, c'est un peu bizarre comme stratégie ce qu'ils ont utilisé. Bah, après, la Quatre- stratégie de Vettel, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque, tu as affaire à un mec qui est démotivé, qui est vraiment pris Anecdotique, dans je la pense. course. Donc, ouais, voilà. Limite, on pourrait presque dire que, parce que Leclerc, il va mettre les pneus durs plus tard, presque il a mis les pneus durs, si ce n'est pour aller au bout, au moins pour les tester pour Leclerc. Puis après, ouais, c'est anecdotique, quoi, comme dit Sofiane. Non, sa course, elle est finie au 7e tour. Donc, qui mettent des pneus durs, Dur, médium ou tendre, ça change rien. voilà, jamais de la vie, il aurait fini dans les points. Enfin, je sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il aurait pu finir dans les points avec. Même s'il avait sauvé 2 points, ça aurait rien changé à son bilan. C'était avoir fait ça, c'était déjà inexcusable. en tout cas, bah, Sébastien Vettel D'ailleurs, qui s'est. Oui. si je peux me permettre, il lui reste 3 points sur sa licence FIA. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et une grosse faute comme ça, c'est un Grand Prix. Et il me semble il récupérera des points au Grand Prix des États-Unis. Donc, c'est dans 4 courses. Oui, bah, c'est vrai. Bon, à voir, mais je pense que il va quand même pas être, il va pas être à zéro, mais bon, à voir. Non, bah, à voir. De toute Ça, façon. ça peut arriver, même si j'y crois pas trop. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver.
Voilà. C'est sûr que s'il fait une faute grave, il est suspendu une course. Pour le coup, ce serait le summum, hein. Bah là, il pourrait s'en prendre qu'à soi-même. Là, c'est. Ferrari, il ramènerait qui du coup? Ou le troisième pilote. Oh oui. C'est Leur- c'est Hartley, non? Ah, ça c'est une bonne dépend, ça question. dépend. Ça, c'est vraiment une Attendez, question. je vais vous dire ça. Ah Parce oui, c'est vrai. que, Oui. enfin, déjà, imaginons que Vettel est suspendu un Grand Prix. Déjà, Ils ont pour le l'image de choix. Ferrari, Ils ont le choix. Verlaine, Hartley, Foucault. faut ok. Ils ont le choix. Et puis, Ok, bon, ça va alors. enfin, Oh, je pense que ce serait Verlaine, à mon avis, qui ramènera. Mais bon. bon, bah, de toute façon, ce sera à voir si Sébastien Vettel commet une erreur une fois de plus, mais moi, je propose qu'on en revient tout à On l'heure. lui souhaite pas quand même. Oui, bien sûr. Comment il est. Là, pour moi, ce serait le coup de massue ultime. Enfin, ce serait vraiment le truc de trop. Je pense, mais bon. Comme je vous l'ai On dit, en reparlera dans le hot lap. ouais, on en reparlera dans le hot lap, effectivement, ce sera un chouette débat. Mais je vous propose qu'on parle d'abord de la course des Renault, avec le meilleur week-end de la saison pour Renault. Hein. C'est quatrième et cinquième avec Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg. Daniel Ricciardo qui est resté longtemps sur le top 3 pendant un long moment de la course. Mhm. Et Renault qui va passer cinquième du championnat, qui est passé justement cinquième du championnat, pardon. C'est exceptionnel. Enfin, c'était attendu, je sais pas, mais Pardon. c'est sûr qu'il fallait qu'ils capitalisent. Et c'était typiquement, et ils le savaient d'ailleurs, ils s'en étaient pas cachés, c'était typiquement le type de circuit où ils avaient des gros points à faire, et ils les ont fait, ils les ont même plus que bien fait. Donc, tant mieux, hein. Au Canada, déjà, ils avaient fait 7-6, et c'est leur type de circuit. Parce que comme ils n'ont pas un gros châssis, ils n'ont pas un gros moteur non plus, mais comme ils n'ont pas un gros châssis, ça leur permet au moins, puisqu'en aéro ils sont largués, d'avoir beaucoup de vitesse de pointe, d'avoir d'aéro, donc ils ont été performants. Ils ont été enfin au rendez-vous après des opportunités manquées à Spa la semaine dernière en Allemagne, donc il fallait les faire ces gros points et c'est très bien. Parce qu'après ils vont vivre des courses à mon avis plus difficiles. Ah, bah, pour parler de Renault, bah, c'est la Ferrari, mais avec un moteur moins puissant en fait. C'est-à-dire que c'est quasiment le même châssis, enfin, qui a naturellement pas beaucoup d'appui, mais qui provoque pas beaucoup de traînée. Donc c'est vraiment bien pour les circuits ben, Comme Honda. Monza, ouais. Et Pas plus rapide. c'est là où. Mais le problème, c'est que on va arriver sur Singapour, le Brésil, le Mexique, où il faut beaucoup d'appui. Parce qu'on roule en altitude et c'est pas des qui vont C'est- convenir à renommer. Rien que pour la confiance, c'est vraiment bien pour eux. Et au moins qu'ils se relancent dans le championnat dans le constructeur parce que vraiment la sixième, Ça septième, va, huitième place, c'est vraiment pas ça va valorisant peut-être pour les aider dans. Disons que d'avoir fait ce gros week-end, maintenant qu'ils sont vraiment cinquième et qu'ils ont commencé à avoir une petite marge, puisqu'ils ont 14 points d'avance sur Toro Rosso, ça va peut-être vraiment les aider à finir cinquième, on va dire. Au moins ça, mais bon. oui, parce que ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher McLaren, mais déjà, je pense que pour la confiance, c'était ce qu'il leur fallait. Le problème, c'est que des circuits comme Monza, il y en a pas beaucoup, quoi. Non, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup Et ça, c'est une question de d'ici la fin de philosophie saison. et c'est quelque chose qui s'est décidé un an avant, quoi. Après, on pourrait Mais voilà, s'aligner. c'est très bon week-end pour Renault. Vas-y. On pourrait s'aligner sur le fait que Renault, ils ont quand même eu un week-end encourageant pour la suite. Peut-être pas de la saison, mais peut-être pour les prochains, tu sais, la prochaine saison, peut-être que, tu sais, ça peut les, comment C'est sûr dire, que, oui, c'est sûr que si tu veux dire en termes de confiance, c'est sûr que c'est leur meilleur week-end, mais presque depuis qu'ils sont revenus en F1, hein, ça peut depuis les 2016. motiver, C'est ça peut les leur meilleur motiver, week-end. voilà. C'est, Et après, c'est pas ça qui va régler leur problème, hein. Ils savent ce qui est raté, ils savent déjà ce qui a corrigé pour l'année prochaine. J'imagine comment ça va plancher dessus. Maintenant, pour cette année, faut faire avec, hein. Il faudra souffrir à Singapour, faudra souffrir à Suzuka.
Puis il faudra ramener des gros points à Interlagos peut-être et à Austin. Inutile de préciser que Esteban Ocon sera de retour l'an prochain avec Renault, aux côtés de Et du coup, Daniel Ce Ricciardo. sera une bonne. c'est une pression supplémentaire pour faire une bonne voiture en plus d'avoir Ocon. Ouais, bah ouais, totalement. Ça va peut-être encore améliorer la solidité de l'équipe. Bien écoutez, Clairement. ouais, bon, en tout cas, on salue la performance de Renault quand même, hein, c'est dire que à quel point Renault a réalisé un bon week-end. Faut Mal de dire le ça préciser. ça Hein? fait mal de dire ça pour un fan de Red Bull, mais bon, c'est comme Ah, ça. ouais, Ils ouais. reviennent à 18 points de McLaren. Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est si proche là pour la quatrième McLaren qui place. fait pas un bon. Enfin bref, voilà. Ouais, bah oui, en tout cas. Je vous propose qu'on passe maintenant au sujet principal de ce Grand Prix, c'est quand même la bataille entre Charles Leclerc et les Mercedes. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. On est au 19e tour lorsque Lewis Hamilton s'arrête en pneu médium, donc il lance la bataille des arrêts. Charles Leclerc s'arrête au 20e tour en pneu dur. 23e tour, il y a une bataille incroyable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Lewis Hamilton qui va aller large, un peu poussé par Charles Leclerc, enfin voilà, Lewis Hamilton qui tire un peu tout droit. Enfin beaucoup de batailles. Et puis on est au 42e tour lorsque Lewis Hamilton craque lui-même, hein, il sort sur la chicane du premier virage, il bloque ses roues. Et du coup, il va faire appel. Mercedes va faire appel à Valtteri Bottas pour essayer d'aller chercher la victoire à Charles Leclerc. Et puis finalement, bien que Charles Leclerc ait des pneus plus usés que ceux de Bottas, il va quand même aller chercher cette deuxième victoire de la saison pour lui. Il va quand même aller chercher la victoire pour Ferrari. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bataille? Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Charles Leclerc? Je te lance dessus. Sofiane. Euh, Incroyable performance, vraiment. C'est très bonne performance. Euh, quand j'ai regardé le Grand Prix en live, je me suis dit qu'il avait gagné à partir du moment où Hamilton est complètement mort. Ouais, il a bien défendu sur Hamilton d'abord, un peu trop au goût de certains, mais bon, c'est la direction que la F1 a choisi de prendre, et tant mieux, c'est toujours. Enfin, moi, je suis pour ça, donc tant mieux. Ensuite, que dire? Ouais, il a résisté à deux Mercedes tout seul. C'est très, 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 très compliqué. En plus, avec la pression de Monza, tous les tifosi à côté, il avait clairement pas le droit de se rater. Après, concernant Mercedes, j'ai pas trop compris le choix d'Hamilton de se mettre en médium, alors que c'était mis en dur, alors que j'ai pas compris ça. Et après, il faut parler de Bottas. J'ai des doutes. On a des doutes sur lui. Et cette course n'a fait que confirmer les doutes et pour lui, alors que c'était vraiment la stratégie Mercedes était faite, même pas pour Bottas, mais vers Bottas en fin de course. Et il a déçu avec ses blocages en fin de course. Et Il a Leclerc a quand vu même très bien défendu. Mercedes, ils ont vu que ça n'allait pas marcher et du coup ils ont envoyé Bottas quoi. Enfin, avec Lewis, vu qu'il a craqué, du coup Valtteri Bottas a essayé d'aller chercher. Enfin, lui-même il fera une erreur hein, au 48e tour. Donc bon. Vas-y. Pour revenir sur la bataille, il y a, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase, Leclerc-Hamilton. Il y a la deuxième phase où Bottas revient sur Hamilton et le double. Bon, ça, on reviendra après dessus. Et la troisième phase, Leclerc-Bottas et Leclerc qui résiste. Mais je trouve déjà, pour revenir de manière plus générale, ensuite on va rentrer dans le détail, Leclerc, on pourrait presque dire qu'il a remporté sa vraie première victoire dimanche. Pas dans le sens où celle de Spa est imméritée, non. Mais il a remporté sa vraie première victoire dans le sens où à Spa, il était au-dessus. C'était presque attendu et logique qu'il gagne. Là, Ouais, il bien a sûr. vraiment pris ses galons de patron.
de pilote numéro 1 chez Ferrari, on va peut-être en parler aussi tout à l'heure, mais Ah oui, alors ça. c'est officiel. Pour moi, Leclerc est le numéro 1, c'est clair. C'est lui qui a sauvé l'honneur des Rouges. Et puis, tu as résisté à 2 Mercedes, à 2 contre 1 surtout. À 2 contre 1, c'était surtout ça le plus important. L'année dernière, Raikkonen avait perdu face à Mercedes à 2 contre 1. C'était pas évident, mais il avait perdu à 2 contre 1. Là, Leclerc a résisté de manière parfois un peu limite. Il a tenu son cap et il s'est imposé vraiment patron. Pour le coup, il a pris une nouvelle dimension dimanche. Ouais, tu sais quoi, je te rejoins absolument sur ce que tu viens de dire, sur peut-être voilà la course de Charles Leclerc, le fait qu'il va prendre un rôle plus important chez Ferrari. Moi, à mon avis, j'ai vraiment kiffé cette bataille. Voilà, je me suis régalé devant ce Grand Prix, je me suis régalé devant cette Ça fait, bataille. ça fait depuis l'Autriche que vraiment on a des Mais ouais. bons Grands Prix à chaque fois. Et Mais c'est même le Grand Prix de France, hein, vraiment- c'est le Grand Prix de France, le Grand Prix de France pour moi, c'était le pire Grand Prix de la saison. ah ouais, non, Et mais après, après c'est donc Autriche, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Spa et un peu moins Ouais, Spa, mais il y a toujours des choses à sauver. des grosses batailles. C'était vraiment, si ça peut continuer comme ça jusqu'à la fin, il y a c'est vrai que sur Mais les réseaux sociaux. c'est sûr que la F1 a pris une autre direction. Ça se voit a pris une direction différente. Après, ça se voit dans la bataille Leclerc-Hamilton, j'allais dire. Où Leclerc, c'est vrai qu'il y a un moment où il est pas le moment où il tasse légèrement Hamilton par extérieur, parce que ça, je trouve, c'est le jeu, c'est propre. Ok, je veux dire, moi, s'il était commissaire, j'aurais pas sanctionné. Peut-être dans le moment, c'est vers le 40e tour, je crois, Ouais, c'est 42e où tour quand quand Hamilton tente de le doubler juste après, quand Hamilton tente de le doubler juste après la première chicane. ouais. À Bassiono, où il y a un décalage de Leclerc, là, c'est limite. Peut-être qu'en autre temps, il l'aurait sanctionné. Mais Là, même ils l'ont pas, mais même juste là, avant. ils l'ont pas sanctionné, donc bon, c'est la nouvelle direction qu'a prise la fin. il y a même aussi le blocage de roue, même si apparemment il aurait pas gagné du temps. Enfin, puis c'est mieux d'avoir ça qu'une course gâchée par une pénalité de 5 secondes. Bah, ça a gueulé un petit peu là au 36e tour quand Charles Leclerc coupe la chicane. Après, on va pas se le cacher, il y a autant le mouvement quand il coupe la chicane, bon, je trouve pas qu'il gagne du temps, perso. Quand il bloque Hamilton à la deuxième chicane, la variante de la Roggia, je trouve pas non plus que c'est limite. Il y a juste le moment où dans la deuxième courbe là, juste après la première chicane, là il se décale sur Hamilton. Là par contre, mais après on est à Monza. C'est comme dans une moindre mesure. Enfin, c'est pas pareil. Hein, Monza, c'est beaucoup plus, mais c'est comme sanctionner. C'était comme sanctionner Verstappen. Ouais, c'est les oranges, ils auraient. Ouais, les oranges, ils auraient tout cassé. Enfin, faut pas. L'aide de Monza qui fait que bon ben voilà, on va pas. Mais après il a quand même s'il y a des petites fautes, il a bien tenu la pression. C'était vraiment le moment où Hamilton était derrière que c'était le plus dur. Après, même si Jacques Villeneuve disait le contraire, non. Pour moi, quand Hamilton a fait son erreur, je pense que je me demande si elle n'est pas un peu volontaire d'ailleurs. On savait que c'était fini parce que Bottas a pas mis la même agressivité, a pas mis la même intensité, tout simplement. Et c'est le principal problème de Bottas, c'est que il est bon mais quand il faut partir 2, 3, 4. Il est bon quand c'est pas encore trop compliqué. Là, ça s'est corsé un peu. Quand il faut aller chercher le truc par toi-même, c'est plus dur. Enfin, quand il faut faire comme Hamilton en Hongrie, des tours qualif sur tour qualif pour mettre il la n'en a pression. pas été capable. Enfin, il peut pas. Et c'est ça dit. Pour moi, la principale différence entre Hamilton et Bottas, parce qu'en qualification, Bottas il est quand même. Non, en qualif, ça va, il tient la route. Mais effectivement, comme tu le dis, on le voit dans cette bataille où Hamilton, pour moi, il y a plein de fois, je me suis dit, il va le faire craquer. Il va le faire craquer. Et il l'a fait un peu craquer d'ailleurs, Leclerc, parce qu'il fait quand même, il coupe la chicane,
il bloque les roues. Enfin, il fait des toutes petites bêtises. C'est pas des Ok, bêtises. Bottas, il a pas fait faire une faute à Leclerc. C'est lui-même qui s'est fait faire la faute. Ouais, c'est tout simplement humain. C'est humain, c'est. Voilà. Mais c'est- Sur Hamilton Bottas, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'était, à mon avis, un petit peu volontaire, ou si ce n'est volontaire, au moins Mercedes était plus soulagé de voir Hamilton partir à la faute. Oui, ça leur a Je évité, pense. de dire à Hamilton de le laisser passer. C'est mieux pour tout le monde du côté de Mercedes. Ouais, parce que Oui, si, c'est si sûr que c'était arrivé, je n'imaginerais pas de la réaction de tout le monde finalement. Je pense qu'Hamilton aurait accepté, mais rien que pour l'ego, c'est pas, voilà, c'est pas très plaisant. Bien écoutez, en tout cas, on a apprécié cette bataille entre Charles Leclerc et les deux Mercedes. Maintenant, je vous propose qu'on passe au top flop. Eh ben, Thomas, quel est pour toi ton top 3, top 5, voilà, du Grand Prix pour toi? Alors, top 3 parce que top 5 ce serait beaucoup. Ouais, Top 3 et flop 3. Alors, top 3, top numéro un, on commence avec Leclerc. Comme je l'ai dit, victoire de patron, impeccable. What else? Top numéro 2, les Renault, ouais, impeccable, régulière. Elles ont aussi profité du coup de moins bien des Red Bull et de Vettel, elles font 4 et 5. ouais. Rien à dire sur les Renault, si ce n'est que du positif. Et puis top numéro 3, même s'il gagne pas, même s'il fait troisième quand même, Hamilton, parce que il a été bon dans sa bataille. Il aurait pu l'emporter, il ne le fait pas, mais au final, très fort encore, j'ai trouvé ce week-end. C'est Flop, vrai. Ouais. mes flops, flop numéro 1, Vettel. Hein. On en a parlé, on va en reparler encore un peu dans le hot lap. Il s'est vraiment viandé, mais pour le coup, en fait, c'était il y a un an qu'à Monza, pour moi, il perdait définitivement le titre. Ouais, ouais. Là, un an après, on voit que la situation n'a pas évolué, elle s'est même peut-être empirée. Flop numéro 2, Lance Stroll, parce que pareil que Vettel, enfin, il était bon en qualif parce que finalement, c'est des circuits assez faciles où sur un tour, il aime bien parce que c'est pas trop technique, mais en course, il fait la même bourde que Vettel, donc bon, c'est pas très cool. Et puis flop numéro 3, les mécaniciens McLaren, parce que Sainz était pas mal, je crois, et Sainz était dans les points assez solidement installés derrière les Renault, il me semble. Et au final, il gâche encore des points marqués. Je trouve que le mécanique pour Norris, Aspa, la Sainz, c'est dommage. Et toi, Sofiane, ton top flop? Mon top 3 du coup de ce Grand Prix d'Italie, en 1, qui d'autre que Leclerc, enfin, patron devant tous les tifosi, avec autant de pression, il y a peu de pilotes qui auraient pu le faire. Donc enfin, je trouve ça normal de le mettre en numéro 1. En numéro 2, ben, comme Thomas l'a dit, c'est Renault parce que c'est vraiment le résultat qu'ils espéraient euh, depuis leur retour en Formule 1. Donc ça fait vraiment plaisir pour Renault et pour France. Et ensuite, euh, top 3, je dirais on sait déjà de base que la Racing Point aime Spa et Monza, donc les circuits rapides. Mais je sais pas si vous avez vu, là, il a réussi à contenir Verstappen pendant euh, une quinzaine ou vingtaine de tours. Quand Ouais, même Sergio solide. Perez, oui. Il a pas su comment la pression. Et donc voilà, on n'a pas beaucoup vu cette bataille. Sur le compte Twitter de la F1, ils ont mis des clips sur ça et c'était vraiment pour Perez comparé à Stroll ou voilà. Enfin voilà. Et ensuite mon flop 3, flop 1, enfin numéro 1 ce serait Vettel parce que là, il a la voiture pour gagner, il peut faire 1-2, Ferrari peut faire 1-2 et encore une fois, tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais c'est
souvent ça. En deuxième, je mettrais le Raikkonen avec son crash en essai libre 1. Incroyable d'Alfa Romeo de le faire partir sur des pneus différents C'est vrai de la que qualification. Ça ruine une course. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une grosse faute professionnelle. Et, ils n'ont pas lu le et règlement. je dirais globalement le niveau de Red Bull sur ce week-end. Pas un classement de top team. Renault, ils font 4 et 5. Vite falloir progresser sur l'optimisation des points, là où les circuits sur les circuits rapides comme ça. Voilà. Eh bien, pour moi, le top 3 de ce Grand Prix d'Italie, bah, c'était la victoire de Charles Leclerc. Voilà, la première victoire de Ferrari en Italie depuis Fernando Alonso en 2010. Voilà, donc Charles Leclerc qui a été très fort. Ensuite, je peux souligner bah, le week-end des Renault. Voilà, on est tous d'accord pour dire que Renault a fait un excellent week-end. Le troisième top, ce serait ben, peut-être Antonio Giovinazzi dans les points chez lui. C'est bien, ça fait. Oui, c'est bien rattrapé pour le coup. Ouais, ouais, pour le coup, en plus, ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu un Italien dans les points d'un Grand Prix à domicile. Physique est là, peut-être? Euh, Physique est là au lieu dit, je dirais. Ouais, ouais, ça remonte à loin. Je vais te chercher ça, si tu veux savoir. Dis-moi tout. Pendant que je dis le flop, pardon, avec, bah, voilà, hein, Sébastien Vettel, on est obligé, voilà, c'est terrible ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on va en parler dans le hot clap. Euh, McLaren, malheureusement, McLaren, après ils ont pas, voilà, c'est pas leur faute, mais, bah voilà, les mécanos qui malheureusement ont mal fixé la roue de Carlos Sainz qui était dans les points, qui était constant. Et puis voilà, mais, Lando Norris qui était tout seul durant ce Grand Prix, bon, il a terminé dixième, c'est bien, mais voilà, c'est pas assez. Et peut-être le troisième flop, ah, peut-être, je sais pas, peut-être, ah, c'est pas évident pour le top flop, parce que le flop, Ah, tu peux ne pas en avoir. si vous avez peut-être une idée, peut-être une idée. Bah, les Toro Rosso étaient assez absents. Ah ouais, c'est vrai, bien vu. C'est vrai que les taureaux. Bah après, voilà, c'était pas un week-end forcément. Non, non, Comparé c'était pas à un week-end Spa, pour eux. là, c'est vraiment dommage pour Gasly, c'est pas sa faute. Et Kiat, c'est un problème, c'est une fuite d'huile. Donc voilà. Alors qu'il était vraiment. Bon, bien, voilà. Ben voilà pour les top flops. Je vous propose qu'on passe au classement de cette course avec la deuxième victoire de la saison et de sa carrière. Charles Leclerc devant Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. 4 et 5, les Renault de Daniel Ricciardo et de Nico Hülkenberg. 6e, Alexander Albon. 7e, Sergio Perez. 8e, Max Verstappen. Voilà, Max Verstappen bah voilà, qui a quand même remonté la pente. Antonio Giovinazzi avec la 9e place et puis le point de la 10e place pour Lando Norris. Alors, Oui, alors, si tu veux savoir, en fait, le dernier Italien, puisque je l'ai trouvé bien sûr. dans les points Monza, c'était Fisichella, quatrième en 2006. Ça Ah oui, remonte. ben voilà, ben ça remonte aux années Renault, ouais. Exactement. Eh bien, merci Thomas pour cette stat. Classement du championnat, Lewis Hamilton. Voilà, il reste voilà, en tête du championnat. C'est pas étonnant. On attend toujours le Grand Prix où il sera sacré champion du monde. Juste petit changement au classement du championnat qui est quand même, bah voilà, ça montre à quel point Charles Leclerc devient le pilote patron de chez Ferrari. Mais ça, c'est un vrai débat. Il devient quatrième du classement devant Sébastien Vettel. Pierre Gasly reste fort sixième, septième Carlos Sainz, huitième Daniel Ricciardo, ça c'est bien, hein, Daniel Ricciardo huitième du championnat, neuvième Alexander Albon et dixième Daniil Kvyat. Le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Singapour, ce sera le week-end du 22, vous me confirmez? C'est Dans 10 le jours, voilà, maintenant. c'est voilà, mais voilà, au moment où on est en train d'enregistrer, ce sera dans 10 jours. Désormais, on va passer au point rétro qui s'intéresse au format de qualification de l'histoire de la Formule 1 en vue de ce qui s'est passé bah, à Monza ce week-end.
on lance le jingle. Les formats de qualification en Formule 1. C'est le sujet de ce point rétro. On va y revenir. On va y revenir un petit peu avec ce qui s'est passé à Monza. La dernière séance de qualification nous a, ça a fait parler. C'est quelque chose qu'on voulait, parler un petit peu. D'abord, on va remonter un petit peu jusqu'en 96-2002, où il y avait un format de 12 tours. Donc chaque pilote avait le droit à 12 tours en 1 heure de séance. C'est-à-dire qu'il fallait quand même couvrir le plus de tours possible sur les 12. Voilà, il fallait gérer la voiture, gérer le chrono, tout ça, et puis l'essence, hein, parce qu'à l'époque c'était vraiment l'essence qui était en jeu. Mais on va pas forcément en parler. Là, on va plus avancer vers 2003, 2004, 2005 même. Je crois que vous aimez beaucoup ce format-là. C'est le Jusqu'à fait. Ouais, c'est jusqu'à le. mi-2005 à peu près. Ouais, 2005, oui. Où chacun a le droit à un tour de piste avec l'ordre de départ qui était déterminé par une petite séance. C'était entre le vendredi et le samedi, ça évoluait. Oui. En fait, c'était des pré-qualifications. Ouais, totalement. Des pré-qualifications où pareil, c'était chacun un tour de piste et ça partait dans l'ordre inverse, je crois, du classement du championnat, si je me trompe pas. C'est ça. Et Totalement. puis après, c'était effectivement, comme tu dis, la qualif qui était sur le même modèle, où là, par contre, c'était les pré-qualifications. Ouais. Ce qui était marrant, c'est que effectivement, tu voyais, c'est très télégénique parce que finalement, tu voyais chacun passer tour à tour, juste pour un tour, presque, tu pouvais suivre son tour en live. Et puis, les voitures, les trajectoires de chacun en on-board, ça devait être sympa. Ce qui était un peu moins équitable, en revanche, c'est que s'il y avait des conditions météo changeantes, tu pouvais assez facilement être désorienté en fonction de là où tu pars. Michael Schumacher avait avoué à avoir niqué un tour de piste justement pour ça. Il avait raté des qualifs pour ce genre de. Oui, bah au Japon en Désolé, mais 2003, au Japon en 2003, lors d'une qualif d'un Grand Prix qui est déterminant pour le titre, par 14e, je crois, à cause de la pluie en qualif. Hein. c'est ça, totalement. C'était d'ailleurs ça qui lui avait fait remporter le titre en 2003, quoi, avec Rubens Barrichello qui devait. Mais bon, ça remonte à loin, justement. Puis en 2005, c'était 2 tours chronométrés, le samedi et dimanche matin. Mais Un l'idée flop. n'était pas. Ouais, c'était un flop d'ailleurs. Et ils avaient décalé la séance au samedi en une seule séance. Fallait cumuler les temps. C'est ça, absolument. Fallait cumuler les temps et puis après, t'avais l'ordre de départ. Donc voilà, c'est des formats qui nous manquent un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce genre de format, c'est pas. Et après, on a eu le format actuel depuis 2006. Ouais, avec Q1, Euh, Q2, Q3. non, je trouve que notre format de qualification actuel est pas mal, hein, franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il est là et on voit que quand ils avaient tenté de le changer en 2016, Ouais. ça avait été un flop complet. Après, on peut le changer, hein. Pourquoi pas, à la limite. Ça me dérangerait pas non plus, mais je pense pas que ça soit la priorité en Formule 1. Une course de qualification, parce que c'est dont on entend parler, c'est des rumeurs. Ça veut pas dire que ça va apparaître, mais c'est des rumeurs qu'on entend. Je sais pas si c'est forcément une idée extraordinaire. C'est sûr que pour le show à l'américaine, ça, ce serait génial. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ouais, Les propriétaires ils sont américains, c'est pas donc trop esprit F1. C'est plus esprit Formule 2 que esprit F1. Tu vois. la grille inversée, puis c'est pas, enfin, c'est pas dans l'esprit des qualifications ou Disons que la voiture la plus. c'est où serait le mérite, quoi. D'ailleurs, Malgré tout, même si Et on puis, peut toujours arguer, ouais, il y a une écurie qui domine trop, si elle domine, c'est qu'elle le mérite. Dans cette idée de grille inversée, il n'y aura même plus de mérite. alors avant que je vous lance sur la c'est juste, problématique, c'est juste créer, pardon, c'est juste créer vas-y. du spectacle. Pas, moi, c'est pas ça la F1.
Ouais, c'est un peu artificiel. Et sinon le format actuel, il longtemps et enfin, personnellement, il me dérange pas. C'est pas, enfin, comment dire, c'est pas cet événement-là qui va me faire changer d'avis. Thème de qualification, c'est juste Ouais, un voilà. incident malencontreux, venir certes, mais qui fait rire. C'est certes l'image des équipes, mais pour moi, sur tous les circuits, c'est le meilleur format qui puisse y avoir. Mais d'ailleurs, là, je vais vous relancer sur le format de 2016. Justement, c'était le dernier changement en date, c'était les chaises musicales. 5 minutes de chrono. Et une fois que c'est dépassé, ben, tous les pilotes qui étaient dans la case éliminatoire, ils sortaient toutes les 90 secondes. Et ils avaient même pas le temps Bah, de faire un autre tour. c'était une idée jeu vidéo. Ouais, Sauf que, effectivement, en théorie, je me rappelle très bien l'époque, je m'étais dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant. Sauf que après, il y a la théorie et il y a la pratique. Euh, le problème récent, c'est l'explication. Et en l'occurrence, c'est que c'était juste pas tenable, quoi. ah, bien sûr. Bien sûr. Bah, après, c'était un flop. Heureusement, tout le monde l'a oublié après deux grands prix. Du coup, je vais vous lancer sur la problématique par tour de table, petit tour de table, voilà, pour savoir votre avis. Quel est le format à intégrer ou que faire pour améliorer la situation des qualifications? Thomas. Bah, non, moi, je trouve ce format très bien. Je vois pas l'utilité d'en changer encore une fois, hein. Après, on peut toujours dire oui, ça a été ridicule, mais tant qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui me dit ah, on a une bonne solution bien meilleure à trouver, qui est à la fois du spectacle, mais qui en même temps récompense le mérite, bah allez-y, trouvez-moi une solution, mais pour moi, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc gardons celle-ci parce qu'elle tient très bien la route. Après, c'est sûr Ouais, que je suis d'accord. en tant que simple téléspectateur, le format de 2003, 2004, 2000 est bien aussi, hein. Maintenant, c'est vrai que quand il y a des conditions météo incertaines, c'est pas très, ça récompense pas trop le mérite, ça récompense plutôt la chance du moment où on passe sur le circuit. Et toi, Ouais, c'est Sofiane? ça en fait. Enfin, je suis d'accord avec Thomas, c'est-à-dire que le format qu'on a là, enfin, ça couvre tout. Enfin, tu peux avoir de la chance. Enfin, ça récompense. Enfin, c'est une situation ou comme Schumacher, tu sais que tu vas te faire avoir quoi. À part ce qui vient de se passer à Monza, mais c'est tout le monde qui s'est fait avoir, donc c'est pas très pénalisant, Après, mais j'ai peut-être une idée, c'est que si tu veux vraiment lancer le spectacle, dans ces cas-là, tu fais la Q3 où tu dis, OK, on réduit le temps de la Q3, c'est 12 minutes, on met par exemple 7 minutes et vous vous débrouillez. Ah ouais, non, là, ce serait un cirque. C'est une idée. Ouais, c'est bien sûr que c'est une idée, mais si tu après, ce serait bien sur le papier, mais après, il faut voir la pratique, tu vois. Oui, C'est comme voilà. en 2016. Enfin, ouais, ben, en tout cas, bah là, on est, voilà, on est plutôt, on a l'air plutôt satisfait avec ce qui se passe en qualification. Après, on verra bien s'il y a des changements, on verra si il y aura de nouveaux formats. Bref, on n'est jamais à l'abri. Pour terminer ce podcast, maintenant, on va passer ben, au sujet. Le sujet, c'est un sujet auquel je voulais, voilà, je voulais discuter avec vous. C'est Sébastien Vettel, un départ à la retraite. C'est le sujet du hot lap de ce podcast. Et on va faire que parler de cette situation. Jingle! Sébastien Vettel, un départ à la retraite. C'est le sujet de ce hot lap et ça fait un long moment que je voulais débattre là-dessus. Dès le premier épisode, je voulais en parler à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne où il avait fait une qualification désastreuse, mais finalement, eh ben, il a terminé deuxième du Grand Prix. Donc voilà, on s'est tous trompés Comme là-dessus. annoncé. Ouais, voilà, toi tu l'avais annoncé. Voilà, voilà. Et puis voilà, j'ai voulu, à l'occasion de ce qui s'est passé à Monza, et là, faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. J'ai voulu lancer ce sujet. C'est le sujet que je voulais traiter le plus dans les fous du volant. Là, je vous dis, avant toute chose, je vous le dis tout de suite,
Je suis un grand fan de Sébastien Vettel. C'est mon idole depuis que je regarde la Formule 1, depuis que je l'ai vu sous Red Bull, les titres de champion du monde et voilà. Donc je tiens à le préciser avant de dire quoi que ce soit. Mais voilà, ici, voilà, il est temps de sonner la tirette d'alarme. D'abord, c'est 13 saisons en Formule 1, 4 titres de champion du monde entre 2010 et 2013, c'est 233 départs en Grand Prix, en passant par BMW, Toro Rosso, Red Bull et Ferrari. Voilà, presque 3000 points marqués, 56 pole positions, 52 victoires, ça fait un an qu'il n'a pas remporté de Grand Prix. Voilà, c'est dire, hein. Et puis, il a ses records, il est toujours le plus jeune champion du monde, plus jeune poleman. Bon, ça, il va le garder parce que Max Verstappen, lorsqu'il a été en pole en Hongrie, ben, il n'a pas pu le dépasser. Donc voilà, c'est un record qu'il garde. 15 pole positions en une saison, 13 victoires en une saison. Enfin bref, vous connaissez les records de Sébastien Vettel. Mais là, je vous le dis, messieurs, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il est en tête à queue à Bahreïn, il percute Max à Silverstone, il gaffe à Monza, il est derrière Charles depuis 2 Grands Prix. Et bon là c'est pas un débat, là franchement on va se mettre d'accord. On lui a volé la victoire à Montréal. Là on s'aligne dessus. Oui. Terrain glissant, hein, mais Si tu veux que je te rassure, oui, on lui a volé une victoire à Montréal. Merci, non mais merci. Et du coup, il a un contrat pour 2020 et je vais vous lancer la question là-dessus, là, direct. Qu'est-ce qui ne rendrait pas légitime à Sébastien Vettel de rendre le volant après la saison 2020, sachant qu'il aura 33 piges? Thomas, je te lance. Qu'est-ce qui rendrait pas légitime? Bah, Ouais. peut-être que l'année prochaine, parce qu'on sait jamais en F1, il fera une bonne saison et où il y a une équipe qui le voudra. Moi, un pilote comme Vettel, malgré toutes les fautes, malgré toute la perte de confiance qu'il a depuis un an, je pense, il a gagné le droit quand même que c'est lui qui décide de quand il part à la retraite. On ne plus de lui, mais on lui signifiera aussi. Donc, une équipe de F1. Sofiane? Je pense que. Attends, je finis. Ouais, Je vas-y. pense que Vettel, certes, c'est plus la sonnette d'alarme qu'il faut tirer. Je pense que c'est carrément la tombe qu'il faut aller chercher et Ah bah commencer oui. à creuser. Mais il a quand même le droit de choisir encore quand il part à la retraite. oui, quand même, pour la retraite, oui. Mais tu parlais de tombe, ça fait. Bon, il a fait un très bon début de saison 2018, mais globalement, c'est depuis 7 que ses rêves de titre avec Ferrari Depuis sont. l'Allemagne l'année dernière. Hein. Ouais, enfin, il y a eu deux actes fondamentaux. C'est Singapour 2017 et Allemagne 2018. Et Ouais, mais oui. les deux, je pense que ça l'a. Et on en voit les conséquences. Ça reste. Voilà, gagner un titre avec Ferrari, c'était son objectif à lui. Bon, ben, je pense qu'on peut dire qu'il le fera pas. Et même pire, il s'est fait battre par Bah, au l'éducation du moins. final, Il s'est fait battre par le jeune qui arrive, donc c'est bah, vraiment compliqué. au final, pour Vettel, je disais en début de saison que cette année, c'était une année charnière pour lui, dans le sens où soit il y arrivait après 2 années d'échecs à mettre la main sur le titre, et là, il devient une légende éternelle des rouges, soit au contraire, c'est plutôt cette deuxième version, malheureusement, pour lui, qu'on est en train d'assister. Euh, il échoue, derrière, il ne se relève pas, et au final, effectivement, il risque d'avoir, si ce n'est de partir à la retraite tout de suite, parce que je pense pas non plus, il risque d'avoir une fin de carrière un peu en autre boudin, Et du coup, et bah, presque oui. qu'on remette en cause qu'on remette en cause ce qu'il a fait. Non, mais voilà, il a raté le titre en 2017 et 2018 sur des erreurs où il craque. Donc, bah, Bakou avec l'histoire avec Lewis Hamilton, le coup de roue. Singapour 2017, Allemagne 2018. Voilà, c'est des erreurs mentales. C'est dans le tout et dans le mental. Il n'est plus en capacité d'aller chercher un titre mondial. Et en 2014-2016, il y a 2 saisons où il ne gagne aucune victoire. Donc 2014, c'est la dernière avec Ricardo, voilà,
c'est terrible. Et même en 2016, ben voilà, Ferrari qui a une année, comment dire, vide. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, c'est Sébastien Vettel. Est-ce que il a envie de forcément de continuer encore à rouler, sachant qu'en 2021 il va y avoir les nouvelles réglementations? Est-ce qu'il veut prendre le risque de continuer en F1 jusque-là? Jusque-là, jusque... Malheureusement, je peux pas savoir, je suis pas dans sa tête, à Oui, bien Sébastien sûr, Vettel. bien sûr. Mais bon, je pense quand même qu'il, malgré tout, c'est son truc, la F1, même s'il a jamais trop aimé la surmédiatisation. Et après, il est dans un cercle vicieux de toute façon. Comment il peut s'en sortir? Il faut changer d'air. Moi, je vois que on en est à un stade où je pense que la seule manière, peut-être, qu'il revienne, si ce n'est à son meilleur niveau, parce que son meilleur niveau est derrière lui, au moins un bon niveau, c'est peut-être de changer d'air chez Ferrari. Aujourd'hui, il a fait son temps chez les Rouges. Bien Comme sûr. c'est arrivé pour Alonso à une époque, comme c'est arrivé pour Raikkonen à une époque, comme c'est même arrivé pour Michael Schumacher à une époque, c'était pas n'importe qui. Il a fait son temps. Parce que Ferrari, il n'y a pas une écurie au monde qui use plus mentalement ses pilotes que la Scuderia Ferrari. Donc, Voilà. il doit changer d'air et on verra ce qu'il en fera. Et peut-être que son changement d'air, je ne sais pas où, ce sera peut-être le verdict final de sa carrière. Et là, on se le disait entre nous, dans le groupe, peut-être que Sébastien Vettel pourrait faire un retour chez Red Bull pour ne serait-ce qu'une petite saison, finir sa carrière là-bas, on ne sait pas. Peut-être un C'est... échange de Verstappen-Vettel, même si j'y crois pas trop. Ou alors un duo Verstappen-Vettel, après ce serait pas mal. Mais J'y voilà, crois, c'est... j'y crois encore moins, mais c'est sûr que ça, par exemple, puisqu'on parlait dans les épisodes, notamment sur une mi-saison, que Red Bull était un peu en manque de jeunes pilotes, ça peut être une option. Ça peut être une option, pourquoi pas. Peut-être que revenir dans son écurie d'enfance, celle qui l'a fait gagner au plus haut niveau, peut-être que c'est ça qui leur mettra en confiance. Si pour l'instant on n'en est pas encore là, il va faire une année de contrat l'année prochaine. Ouais, exactement. En tout, Et... Mais en tout cas, c'est sûr que il doit changer d'air parce qu'aujourd'hui, il a perdu sa place de numéro 1 et honnêtement, peut-être qu'il fera encore quelques courses dans le fer parce que ça reste Vettel, mais sur la longueur, je pense que il est sur la pente descendante. C'est clair maintenant, de toute façon. Donc, il doit changer d'air. Bien sûr. Petite remarque, afin de faire quand même l'avocat du diable, hein, on va pas se mentir, Sébastien Vettel, ça reste quand même un top class driver quand même, parce que il s'excuse lorsqu'il y a la moindre faute. Cette saison, ça a été le cas avec Max Verstappen, et puis on l'a vu avec Lance Stroll ce week-end. C'est un truc qu'on pourrait pas lui reprocher humainement, sur le plan humain. Humainement, on peut pas lui reprocher d'être un mauvais pilote. Au contraire, je suis sûr que c'est un super gars humainement. Bien sûr. Maintenant, encore heureux qu'il s'excuse quand même après ce qu'il a fait en Italie, après ce qu'il a fait à Silverstone. Ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour finir un petit peu sur Sébastien Vettel, la question fatidique. Donc en 2020, il est là. Il a un dernier contrat avec Ferrari. On verra bien ce que ça donnera avec Charles. Enfin, moi perso, ça me fait mal au cœur de le voir ainsi. Voilà, avec ce qui s'est passé à Monza, ça m'a fait vraiment mal au cœur, sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Ça un arrive, fan. hein, ça arrivé à plein de grands champions d'être à un moment donné sur la pente descendante, d'être dépassé. Ça arrivera peut-être, c'est pas impossible non plus, à Lewis Hamilton d'ici 2 ou 3 ans. On peut aller savoir. Hein. C'est ce qui fait la F1, c'est ce qui fait le sport. Hein. Prost a été dépassé à une époque aussi, on ne voulait plus de lui et il a fini par partir. Hein. Mais du coup, Sébastien Vettel, ça reste après 2020? Qu'est-ce qu'il fait en Ça 2020 reste. pour toi? Il sera chez Ferrari, c'est sûr. Dans 2 ans, il sera dans une autre écurie, ou alors s'il a carrément plus envie, ou si personne ne veut le signer, bah, il s'en ira. Il s'en ira, et puis parce que c'est la vie. Mais malgré tout, je pense qu'il pourra se retourner dans une glace et dire j'ai quand même fait une sacrée carrière, j'ai été 4 fois champion du monde, j'ai gagné plus de victoires que Prost. Je suis pas à plaindre, quoi.
Mais en tout cas, ben, on suivra bien la fin de saison de Sébastien Vettel et puis la saison prochaine, en espérant quand même une petite victoire, ça ferait quand même plaisir. Voilà, pour son ego, voilà, ça ferait plaisir de le Oui, voir. c'est clair, mais il va falloir qu'il inverse très sincèrement la dynamique. On pensait qu'il l'avait fait après l'Allemagne, puis finalement, on a bien vu que non, c'était juste plutôt un épiphénomène qu'autre chose. Eh bien, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. On en a terminé pour ce Grand Prix d'Italie. Mais merci à toi, Thomas. Ton arrobase. Bordeaux 33 sur Twitter, puis c'était un plaisir, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain podcast, la Oui, prévue de Singapour, je crois. oui, exactement. Ce sera la semaine prochaine. Merci à Sofiane qui a dû partir un petit peu avant suite à un empêchement. Son arrobase, c'est TheCityCoon. N'hésitez pas à nous suivre également sur Spotify et sur Google Podcast. Voilà, si vous êtes friand des podcasts audio, voilà, on commence à s'implanter un peu partout. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitter, arrobase, Mais dans le game, comme on dit. ouais, bah oui, voilà, totalement. Arrobase LFDV podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre partout. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite vidéo preview du Grand Prix de Singapour. On évoquera également le calendrier 2020. Voilà, c'est ton idée. C'est toi Oui, qui. il y aura de quoi dire, à mon avis. Voilà, Il y aura de quoi dire. il y aura quoi dire. Et puis, on reviendra également sur un Grand Prix de Singapour. Je pense qu'on reviendra sur 2008. Je pense que c'est. Le fameux Crashgate, c'était il y a 10 ans que l'affaire sortait. Voilà, voilà, ça fait. Et l'une des plus sordides affaires de l'histoire de la F1. Mais bon, on vous fait un teaser. On vous développera ça dans le prochain podcast que vous écouterez. Totalement, on y reviendra là-dessus. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de sortir couvert exactement. Allez, bisous. Au revoir.